On va parler d'un mec qui a vendu 200 000 jeans en une semaine avec une pub qui a été interdite sur presque toutes les chaînes de télé. On va parler de celui qui a transformé un simple caleçon en objet de désir. Un simple caleçon, hein. On parle pas d'une Ferrari. Bref, on va parler de Calvin Klein. Bienvenue dans ce nouvel épisode. 19 novembre 1942, le Bronx, à New York. Calvin Richard Klein naît dans une famille d'immigrés juifs hongrois. Son père, épicier. Sa mère, elle, en revanche, elle a un radar à fringues. Et elle traîne le petit Calvin devant les vitrines de Manhattan. Résultat, il passe son temps à jouer au ballon et à décider des vêtements. Et à l'école, on a tous eu ce pote qui était obsédé par un truc, sauf que celui-là, il va finir milliardaire. Il file à la High School of Art and Design, je sais, j'ai un très bon accent anglais, puis au Fashion Institute of Technology. Et avant de devenir le Calvin Klein que tout le monde connaît, il bosse des années chez les fabricants de manteaux et de costumes. Traduction, il apprend pas juste à couper des vêtements, il apprend à combien ça coûte de pas se foirer. En 1968, il a 26 ans et il fonde l'entreprise avec un ami d'enfance, Barrett Schwartz, qui pose environ 10 000 $ sur la table. Leur bureau, c'est un atelier dans un hôtel. Il n'y a pas de open space avec baby-foot comme dans tous les clichés. Et là, une anecdote qui va tout changer. Un acheteur du grand magasin Bonvit Taylor se trompe d'étage. En fait, il est dans l'ascenseur et il se trompe de bouton. Résultat, il tombe dans le showroom de Calvin Klein. Le mec regarde les manteaux et là, c'est le coup de foudre. Et il passe une commande de 50 000 $ sur place à cause d'un ascenseur mal pris. Donc la prochaine fois que tu te trompes de porte au taf, dis-toi que ça a carrément lancé un empire. Ensuite, dans les années 70, la mode américaine, c'est too much. Les couleurs sont flashy, il y a des imprimés de partout, bref, on est dans l'extravagance totale. Et là, t'as Calvin Klein qui arrive et qui fait exactement tout l'inverse. Ligne simple, couleur neutre, les coupes impeccables, et surtout, le logo, il se fait tout petit. Aujourd'hui, ça paraît banal, mais en 1975, c'est une révolution. Le mec invente le luxe discret, avant même que ce soit un mot à la mode dans les magazines. Jusqu'à la fin des années 70, le jeans, c'est un vêtement de chantier. En gros, tu mets ton jeans pour pas salir ton beau pantalon. Et là, il y a Calvin Klein qui regarde les jeans et qui se dit mais pourquoi on ne vendrait pas ça comme du luxe? Et en 1976, il fait défiler du Denain sur un podium. Et c'est le premier à faire ça sérieusement. Il fait littéralement disparaître la frontière entre le prêt-à-porter et le haut de gamme. Et là, on arrive à la publicité qui va tout changer. La publicité qui va faire de lui une légende, mais aussi une cible. Ok, on est en 1980. La marque choisit Brooke Shield pour sa nouvelle campagne de jeans. Et à cette époque, faut savoir qu'elle a 15 ans. Bref, tu comprendras plus tard pourquoi ça a posé problème. Donc en gros, elle fixe la caméra et elle dit « Vous voulez savoir ce qu'il y a entre moi et mon Calvin ? Rien. » Donc autrement dit, rien entre sa peau et le jeans. Donc au départ, tu peux penser qu'il fait juste la promotion de la qualité du jeans. Tout le monde ne l'a pas vu de cette façon. Et tu as peut-être même capté le double sens de cette phrase. Le scandale explose immédiatement. Les chaînes de télé refusent carrément de diffuser cette publicité. Certaines associations dénoncent l'hypersexualisation d'une mineure. Gloria Steinem monte elle-même au créneau contre cette publicité. Et niveau commercial, qu'est-ce que ça a donné? La semaine qui a suivi, il y a 200 000 jeans qui a été vendus. Et du coup, Calvin Klein, il a compris une chose, la polémique, c'est de la pub gratuite. En 1982, il lance les sous-vêtements masculins. Faut se remettre dans le contexte de l'époque. En 1980, les sous-vêtements, ça se cache. Il n'y a personne qui veut que ce soit vu. Et Calvin Klein, lui, il va faire tout l'inverse. Lui, il décide d'en faire un objet de désir. Il colle l'athlète
Tom Hintnows, quasi nu sur un panneau publicitaire à Times Square. Et là, c'est le début d'une nouvelle catégorie de produits. Des années plus tard, Mark Wahlberg et Kate Moss prennent le relais en noir et blanc et cette campagne devient l'une des plus iconiques de l'histoire de la mode. Franchement, à ce stade, il aurait pu vendre des chaussettes trouées et appeler ça essentiel, quoi. Ensuite, pendant ce temps, en parallèle, il crée un autre empire, les parfums. Obsession en 1985, Eternity en 1988 et Escape en 1991. Et puis, en 1994, il va créer le parfum Calvin Klein One. L'idée est simple sur le papier mais radicale pour l'époque. Il crée un parfum unisexe. Et c'est une époque où les parfums sont ultra genrés et lui, il balance une fragrance pour tout le monde. La pub met en scène des jeunes de tout horizon, esthétique minimaliste, en plein air dans les années 90. Résultat, c'est un succès commercial énorme. Les années 80, c'est l'exubérance. Les années 90, avec Calvin Klein, c'est l'inverse. Blanc, noir, beige, ligne pure et quasiment aucun accessoire. Ce style colle parfaitement à l'ambiance économique des années 90 et il va influencer toute une génération de créateurs après lui. Mais il faut savoir que tout n'a pas été toujours rose. Derrière l'image du succès, la marque traverse quand même quelques crises. Comme quoi, on nous montre vraiment ce qu'on veut. Au début des années 90, l'entreprise, elle est lourdement endettée et il faut la soutenir financièrement pour qu'elle puisse continuer d'exister. Plus tard, un conflit juridique éclate avec son licencié Warnaco autour des marques et des licences. Donc quoi, dans cette histoire, il n'y a pas que des gens qui se trompent d'étage, il y a aussi des avocats qui s'écharpent. Après plus de 30 ans à la tête de son entreprise, Calvin Klein décide de la vendre à PVH. Et prépare-toi parce que la transaction, elle est estimée à environ 430 millions de dollars. Lui, il s'est fait une retraite hyper tranquille. La transaction s'est faite en cash et en action avec des redevances prévues sur plusieurs années derrière. Et de ce fait, il quitte progressivement la création. Mais son nom, lui, continue de vivre sur des millions d'étiquettes à travers le monde. Alors pourquoi on parle encore autant de lui aujourd'hui? Parce que son vrai génie, c'était pas le design. C'était d'avoir compris qu'on n'achète jamais un vêtement. On achète une attitude, une sensualité, une identité. Et son marketing repose sur 4 piliers. Une esthétique minimalisme reconnaissable, des campagnes provocantes qui créent le débat, des célébrités qui deviennent des icônes culturelles et une cohérence visuelle qui tient sur plusieurs décennies. Donc en résumé, on a une erreur d'ascenseur, une ado qui fait la polémique et un caleçon devenu un symbole culturel. Franchement, si quelqu'un dit que le marketing est ennuyeux, envoyez-lui cette vidéo. Sur ce, si la vidéo t'a plu, je te laisse mettre un petit like et un petit commentaire. Je te laisse t'abonner, surtout n'hésite pas à t'abonner. Je te laisse mes réseaux sociaux juste ici et en attendant, je te dis à la prochaine!